a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Tes émotions sont belles, vis-les. C'est un des slogans phares de Pipouette. Alors, si vous me suivez sur les réseaux et si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous avez sûrement déjà entendu parler de Pipouette. Je vais pas vous dire ce que c'est, pour une raison très simple, c'est que c'est mon invité qui va le faire. Mon invité aujourd'hui est Nathalie Moreno. Elle est la créatrice de Pipouette, et bien sûr aussi, elle est maman. Et comment est-ce que cette vie qu'elle a, cette vie de maman, cette vie professionnelle, ces rencontres qu'elle a fait dans tout son parcours de vie, l'ont amenée à créer une entreprise pour parler des émotions de manière totalement... en fait, on peut dire totalement démocratique, parce qu'en fait, elle a démocratisé le sujet de l'émotion au travers de cet outil qui est Pipouette. Et moi, c'est un outil que j'aime particulièrement. Ça fait plus de 2 ans qu'on l'a à la maison. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi régulièrement. On l'utilise beaucoup avec Sarah. Alors, j'en reparlerai dans l'épisode, mais on l'utilise beaucoup avec Sarah. Et on a notamment utilisé pour les fameux lavages de nez pour rassurer Sarah. Elle le faisait d'abord elle-même sur Pipouette. Et ensuite, on lui faisait. Donc voilà, il y a plein d'utilisations. On va en parler dans l'épisode. Donc, je vais pas tout vous spoiler tout de suite dans l'intro non plus. Et on va aussi se parler des sujets qui sont pas toujours évidents quand on parle d'entrepreneuriat, notamment l'argent. Voilà, quelle galère on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat, mais aussi comment est-ce qu'on fixe le prix de cet outil qui peut surprendre parfois. Comment est-ce qu'il est fixé, comment est-ce qu'il évolue. Je pense que c'est intéressant aussi de se poser là-dessus et de se dire, ok, parlons des choses clairement et en toute transparence et ensuite voyons ce que ça donne. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet épisode avec Nathalie, qui, au-delà du projet qu'apporte, est une personne que j'estime beaucoup. Et je suis ravi de pouvoir vous proposer cette rencontre audio avec elle. Et on va commencer tout de suite l'épisode avec cette première question. Nathalie, mais Pipouette, c'est quoi ? Pipouette, c'est un support pédagogique qui est autant pédagogique que ludique. Et il est sous forme de peluche avec des visages interchangeables. C'est ça un peu la particularité de Pipouette, c'est que Pipouette reste tout le temps le même personnage, comme nous on reste la même personne, et ses émotions elles changent. Donc Pipouette aujourd'hui a 17 visages qui correspondent à des émotions, des nuances d'émotions, des états, etc. Et l'idée, c'est d'amener en fait les enfants, mais aussi les adultes, toute la famille, mais c'est aussi vrai dans un cadre professionnel, entre professionnels et des patients, de pouvoir mieux communiquer et de favoriser aussi l'apprentissage et l'expression des émotions. Donc c'est pas une simple peluche, quoi. Non, c'est pas une simple peluche. Autant poser la question sous cet angle-là, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui va revenir. Ouais. Donc en effet, Pipouette, c'est pas une simple peluche. Moi, j'ai la chance d'en avoir une dans mon foyer. Une ou un par ailleurs, parce que ce qui est chouette avec Pipouette, c'est qu'il n'y a pas de genre. Non, c'est dessus. comme on veut. On fait comme on veut. Ouais. Et ça peut même être mouvant. Moi, j'ai découvert ça avec ma fille. Exactement. Un coup, c'est un coup, c'est une. Donc ça, c'est rigolo. Et c'est vrai qu'il y a ces émotions qui sont interchangeables. Alors, tu vas peut-être nous évoquer derrière comment on peut l'utiliser. Moi, je pense personnellement qu'il y a autant de façons de l'utiliser qu'il y a de familles. Mais voilà, il y a quelques petits tips quand même d'utilisation qu'on peut avoir. La question que je vais te poser maintenant, puisqu'on a un petit peu parlé de ta fille juste avant, c'est comment c'est venu Pipouette en fait ? Clairement, si je n'avais pas eu la fille que j'ai, Pipouette n'aurait pas existé ou peut-être pas sous cette forme. Alors, comme Maëlys, elle est arrivée sur cette terre. Elle est arrivée avec plein d'émotions tout de suite. Quand je dis plein d'émotions, forcément, tout le monde ressent des émotions. Il y a des gens qui l'expriment avec plus ou moins d'intensité. Et elle, ça a été intensif tout de suite. Donc, c'était ce qu'on peut appeler un bébé aux besoins intenses. Un bébé très éveillé, mais un bébé qui ne dormait pas, qui ne voulait pas être reposé et qui s'exprimait beaucoup. Donc, on savait très bien ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Et ce qui est très chouette, et ce qui était très chouette aussi à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a interpellée et ça m'a fait me poser des questions aussi sur, d'accord, les émotions, elles vont avoir une place particulière dans sa vie, dans notre vie de famille et du coup dans la mienne, parce qu'elle me renvoyait aussi plein d'émotions, les miennes. Et je me suis aperçue qu'on allait avoir besoin d'un support pour l'accompagner en fait dans cet apprentissage de qu'est-ce que c'est une émotion, comment je peux t'aider moi en tant que maman à les vivre du mieux possible. Aussi un support surtout pour nous aider dans notre relation
Alors je vais surtout parler, oui, il y a la relation de vie de famille, mais là, je vais surtout parler de ma relation avec elle. C'est que comme elle me renvoyait plein d'émotions et que je m'apercevais que, finalement, les émotions, je les avais, enfuies, très loin et que là, elles ressortaient, très intensément aussi pour moi. J'étais un peu déboussolée et du coup, voilà, j'avais besoin de quelque chose, qui fasse le lien entre elle et moi sur cette thématique. Voilà, ça c'était en tout cas l'idée d'avoir quelque chose qui nous accompagne dans nos émotions et après, sur le côté un peu plus, concret, pourquoi une peluche, pourquoi un lapin? Quand j'ai commencé à penser à Pipouette qui n'avait pas de nom à l'époque, elle devait avoir, 14-15 mois. Elle était vraiment, dans ce phénomène d'imitation avec les poupées, les peluches et avec un fort besoin aussi de sensoriel et tactile. Donc finalement, l'idée d'avoir ce type de support, il est arrivé, assez vite. Pourtant, on lisait beaucoup de livres, mais ouais, ce support-là, il est venu assez naturellement et puis moi, il me parlait bien aussi à moi. C'était important, aussi que moi je sois à l'aise avec ça. Et après, les visages interchangeables, ça, pour le coup, c'est né un petit peu plus tard. C'est né quand, j'ai fait des formations sur les émotions, notamment, la formation, d'Isabelle Filosa. J'ai compris, en fait, que c'était super important d'avoir un support unique qui reste, la «même personne» entre guillemets et d'avoir des émotions qui changent, qui nous traversent, qu'on accepte et qui fluctuent en fonction de ce qu'on ressent et pas d'avoir, un personnage, une émotion. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu as parlé de ton bébé, qu'est-ce qui fait que, quand tu as eu ce bébé qui, tu parles de besoins intenses, qu'est-ce qui fait que tu as exploré cette voie-là et que tu t'es pas juste dit que tu avais un bébé chiant? C'est une bonne question. J'aurais pu me dire que j'avais Non, mais un c'est bébé vrai, chiant. Ouais. surtout aujourd'hui, si tu veux, Ouais. ça revient dans l'air du temps Ouais. de dire que c'est la faute des enfants, que leurs émotions, c'est bon, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit: C'est pas de sa faute», si tu t'es dit ça comme ça, je ne sais pas. En fait, je pense qu'avant qu'elle soit là, dans mes bras, j'ai toujours pensé que j'aurais un bébé facile. Alors qu'est-ce qu'on met derrière facile? J'en sais rien. J'avais l'image de ma mère qui m'avait dit que j'étais une enfant, facile, peut-être au sens docile. Je dormais bien, je mangeais bien, je travaillais bien à l'école. Ouais, comme moi. Moi, ma mère a dit toujours: «Toi, c'était simple, tu mangeais, tu dormais, on te changeait la couche, basta». Exactement. Et puis, en fait, la vie, elle se passait assez de manière, assez tranquille, finalement, bon, je pense que j'étais une petite fille quand même heureuse, mais voilà, les émotions, enfin, toute la palette des émotions dont on a parlé tout à l'heure et plein d'autres, c'était à milieu de mon enfance. Donc tout ça n'existait pas, donc je vivais, une enfance assez, facile parce que cadrée et un petit peu dans la «norme» entre guillemets. Et mon mari, pareil, même son de cloche, en fait, ses parents avaient toujours dit, «Nicolas, c'est un enfant, super facile», alors moi, je me suis beaucoup rebellée à mon adolescence, par exemple, et lui, pas du tout. Donc vraiment, lui, super facile. Donc on était convaincus qu'on allait avoir un bébé, qu'il allait dormir parfaitement, qu'on allait poser, qu'il allait nous faire les petits sourires et cetera. Bon, voilà. Donc quand même un peu, ouais, j'ai envie de dire quand même le choc au moment où elle arrive et elle balaye en quelques heures, tout ça est balayé. Moi, j'avais à l'époque, des copines qui avaient eu, des bébés, mais elles vivaient pas à côté de moi. À l'époque, enfin vraiment physiquement autour de moi, j'avais pas beaucoup de mamans avec lesquelles échanger. Donc finalement, je savais pas si mon bébé était la norme ou pas. En fait, j'ai pris mon bébé comme, Oui, comme tout le monde, et quoi. voilà, comme comme elle était Et tu crois que tu es toute seule à vivre ça, en plus? ouais, oui, Ouais. en plus à l'époque, du coup, je me dis: «Mais c'est forcément en fait, c'est moi qui mal fait un truc. J'ai loupé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit comme ça?» entre guillemets. Et après, il y a eu, 2-3 personnes un peu sur mon chemin. Je me souviens, Jennifer que j'avais rencontrée parce qu'elle avait fait des massages bébés à Maëlys. Après une copine que j'avais rencontrée, à la préparation à l'accouchement et cetera. Et en fait, ces copines de l'époque me disent, «Tu verras, mais
Maëlys, elle a un petit truc un petit peu différent. Tu verras. Et à l'époque, elle avait 3 4 mois. Moi, j'ai dit oui, tu vois, mais je savais pas quoi faire de cette information, quoi mettre derrière, etc. Et Ça fait un peu flipper quand même aussi. Moi on te dit, sans te donner plus d'informations, tu sais, je pense que ton enfant est différent. Oui, alors d'accord, il est différent d'un autre enfant, oui, ça j'entends bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est un petit côté flippant pour moi. Ouais, enfin, en tout cas, voilà et j'ai gardé ça un petit peu en tête. Alors, encore aujourd'hui, finalement, j'aime assez peu les étiquettes, mais voilà, c'était quelque chose qui restait présent en moi et je pense que ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé à aller chercher, des infos et notamment dans des lectures, sur le développement de l'enfant, sa construction, à l'époque. Ça remonte maintenant, mais les neurosciences, on en parlait, encore, vraiment timidement, tu vois? On va dire, il y a 9 ans, on en parlait, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les émotions des enfants, quand j'ai commencé à me poser des questions, sur quel support je pourrais avoir et notamment, je me suis tournée au départ sur les livres. Des livres pour tout petits qui parlent des émotions. 8 ans en arrière ou 7 ans en arrière, t'en avais pas. T'en avais pour les 4 5 ans, un petit peu, pas beaucoup, mais pour les tout petits, t'avais rien. Je crois que Vice Versa est sorti par là, mais c'était déjà pour des enfants un peu plus grands, quoi. Oui, Vice Versa a dû sortir à peu près dans ces eaux-là, Ouais. sauf que, bon, tu déjà vu Vice Versa, en plus à Vice Versa, il y a plusieurs lectures même, en tant qu'adulte, ça t'interroge aussi. Oui, Enfin, oui, bien sûr. c'est Ah oui, mais c'est nous, c'est un outil qu'on utilisait en entreprise, hein, donc on disait aux gens de regarder Vice Versa avant de faire des sessions pour travailler sur la relation humaine. Mais bon, en effet, de toute façon, dans tous les cas, ça ne traite pas des émotions du tout petit quand même. Tu vois, non. À l'époque, sur les émotions du tout petit, tu avais, très, très peu de choses et les choses qui existaient et qui existent toujours aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles où je ne m'y retrouvais pas à la fois, alors soit sur le côté pédagogique et aussi sur le côté, esthétisme. Les 2 pans font vraiment partie de l'ADN de Pipouette. Désolée, oui, moi j'ai envie d'avoir un objet qui soit enfin un support quel qu'il soit, que j'ai plaisir à avoir chez moi, qui soit quand même dans l'air du temps et puis qui stigmatise pas aussi les émotions. C'est-à-dire que j'avais envie de sortir des stéréotypes, d'associer une couleur à une émotion. Finalement, dans cette association de couleurs et d'émotions, on dévalorise encore une fois les émotions un peu, qu'on pourrait appeler, désagréables, comme par exemple la colère. De l'associer au rouge, que tu le veuilles ou non, en fait, ton cerveau, il fait une interprétation qui valorise pas quand même l'expression de Bah, cette émotion et de la représenter par quelque chose qui est, moche, pardon, hein, de le dire comme ça, mais ça t'incite pas non plus à laisser libre cours à cette émotion. Donc j'avais envie de faire un peu un pied de nez à ça avec bien sûr, et Pipouette. puis le rouge, c'est aussi ça, avec ça qu'on corrige les copies à l'école, tu Mmh. vois. C'est avec ça qu'on interdit Oui. le rouge. C'est la couleur du feu rouge, tu vois. Je te rejoins là-dessus, en effet, sur le fait que les supports qui existaient, pas des masses déjà à l'époque, puisque moi, à ce moment-là, je travaillais à la FNAC, tu vois, et je travaille aux produits éditoriaux. Donc je m'occupe de tout ça aussi, tu vois, de toute la littérature jeunesse et la diffusion des supports qui peuvent exister. Je vois très bien ce qui existe, et en effet, c'est quelque chose qui s'est développé très tard, puisque de mémoire, je sais que la FNAC a commencé à caler vraiment le sujet émotion, tu vois, le segment Mmh. émotion de l'enfant, seulement en 2017. Oui, donc tu vois, ça fait à peine 6 ans. Et après, ça s'est développé très vite, par contre. Mais c'est vrai qu'il y a ce vrai sujet-là. Et c'est vrai que, tu vois, cette réflexion que tu mènes aussi sur les couleurs et tout ça, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher, en effet, je pense. Je pense que c'est pour ça que moi, j'aime bien Pipouette. Alors, tu vois, parlons par rapport aux couleurs de choses qui existent, hein, n'ayons pas peur de citer ce qui existe. Il y avait le monstre des couleurs, enfin, Oui, la la couleur couleur des des émotions. émotions, qui est un support sympa, mais où c'est toujours pareil, en fait, c'est que tu as une émotion qui va être, qui va vraiment faire peur. Je pense vraiment, tu vois, je vois vraiment Mmh. cette colère. En plus, tu sais, c'est une version pop-up où, tu vois, la colère, elle bouge comme ça. Tu sais que Sarah, ça lui a fait peur la première fois. C'est pour ça que cette approche de Pipouette aussi, je trouve ça intéressant. Après, attention, je le dis pour l'auditoire et pour toute personne que ça pourrait interpeller, c'est pas parce que vous utilisez la couleur des émotions que ça va pas. On n'est pas en train de dire qu'il y a que Pipouette qui existe, hein. On prend juste le pourquoi est-ce qu'il y a d'autres chemins qui existent. Il faut toujours être prudent. Après, moi, je trouve que la couleur des émotions, elle a fait
c'est un travail formidable de démocratisation. Complètement. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire dans les écoles. Et c'est une raison pour laquelle aujourd'hui, il y avait quand même de plus en plus de parents attentifs aussi aux émotions de leurs enfants, parce que grâce à la couleur des émotions, dès la petite section, le sujet a été amené en classe, donc forcément, par ricochet, ça a été amené à la maison. Donc ça, moi, je trouve que c'est juste incroyable. Et puis tout se croise. Tu crois ça avec le succès du livre d'Isabelle Fillosa, Les émotions de l'enfant. Enfin voilà, il y a vraiment tout qui vient se croiser. Il y a un temps, où on s'est mis à parler des émotions de l'enfant. Et je trouve ça très intéressant. Donc on arrive à cette réflexion, du coup, sur Pipouette. Qu'est-ce que tu as testé, du coup, avec Maëlys, je suppose, avec ta fille? Je suppose qu'elle est la première bêta-testeuse. Ouais, c'est la première bêta-testeuse, c'est elle qui a trouvé le nom Pipouette. C'est vrai? Ouais. Ah, faudra nous raconter sans détail. Bon, ouais, quand elle avait 2 ans et demi, je lui dis bah, tu sais, maman, elle a envie de faire ce projet. J'utilise d'autres mots. Je lui dis t'aimerais que ça s'appelle comment? Et elle me dit Pipouette. Elle avait jamais sorti Comme ça. le nom. Énorme. Enfin, jamais ce mot n'était apparu dans son vocabulaire. Là, ce mot apparaît. On était à table, on était tous les trois, et j'ai dit bah ok, en fait, bingo, parce que le projet, c'est quand même pour elle au départ. C'est un projet aussi très lié à l'enfance, dans ce qu'il a de plus innocent et de plus pur. Donc, et moi, je cherchais tu vois, je me prenais la tête à chercher un mot où il y avait un truc avec quand même une racine commune à émotion et tout. Enfin, c'était l'enfer. Donc, j'en avais marre. Donc, j'ai dit, OK, ça sera Pipouette. Là, tu vois, pour arriver à ma deuxième question, je vais te demander qu'est-ce que tu faisais avant Pipouette? J'ai fait plein de métiers dans ma vie. Ok, vas-y, raconte. Alors, j'ai arrêté mes études à 18 ans et j'étais secrétaire médicale dans un hôpital pendant 6 ans. Et puis finalement, mais j'ai adoré ce poste. J'avais une relation assez privilégiée avec l'équipe soignante, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Enfin, vraiment, j'ai toujours eu des super équipes. On était très soudés et en même temps, j'ai adoré la relation avec les patients. Et je pense que dans Pipouette, forcément, même si la relation, elle est complètement différente, mais en tout cas, ça m'a donné le goût de l'être humain. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça, de la relation à l'autre, de faire du mieux qu'on peut pour, peu importe le métier qu'on fait, pour faire du bien à l'autre, pour rentrer en communication de manière fluide pour tout le monde, etc. Donc ça, cette expérience, je pense que d'une manière ou d'une autre, elle m'a servi pour Pipouette. Après 24 ans, je me suis dit que j'avais fait le tour de la question. J'avais fait déjà pas mal de postes et je me suis dit, bon, t'as quand même que 24 ans, ça va être long. Donc j'ai décidé de reprendre mes études. Et à ce moment-là, je suis arrivée à Paris, toute seule avec ma petite valise. Ce qui a été un peu un chamboulement, c'est que du coup, ça faisait 6 ans que je bossais. Et là, je me retrouve sur les bancs de l'école avec des filles qui ont 6 ans de moins que moi, qui ont 18 ans, qui viennent de sortir du bac. Par chance, en fait, à chaque fois que j'ai fait 2 cursus, j'ai repris un truc qui, à l'époque, qui s'appelait BTS assistante de direction. Je me suis retrouvée avec une fille qui avait mon âge, donc on a passé nos 2 ans ensemble. Et après, j'ai fait 3 ans d'école de commerce et je me suis retrouvée aussi avec une copine qui avait mon âge. Et enfin, voilà, on avait des parcours un peu similaires. Et donc, ça a aidé aussi à passer ces caps d'études. Mais j'ai fait mes 5 ans en alternance, donc de bosser aussi la moitié de la semaine, c'était cool. Voilà, donc du coup, je finis mes études à 29 ans. Et là, en fait, je suis partie dans l'industrie et sur un poste de responsable commercial. Donc, tu vois, Et de l'industrie de quoi? Dans le gaz. Dans le gaz, ok, rien à voir. Je sais pas, ça aurait pu être le textile, tu vois. Non. Non. Bah non, pas du tout. Dans le gaz. Et après, je change assez vite. Je pars dans le secteur de la formation professionnelle. Donc là, on peut se dire que c'est un petit peu plus proche. Et finalement, je bosse 2-3 ans. Et je demande une rupture conventionnelle à la naissance de Maëlys. Parce que je me revois très bien, en fait, de l'avoir dans mes bras quand elle avait 2 mois, 2 mois et demi. Et là, je me dis, mais no way, jamais. Et là, elle est trop petite. En plus, c'était un petit gabarit à l'époque. Je me dis, je ne peux pas la laisser. Trop dur, j'y arriverai pas. Voilà, tu vois, j'étais pas du tout alignée avec ça.
par ailleurs, depuis très longtemps, j'ai quand même envie de monter ma boîte. J'ai fait une majeure entrepreneuriat en école de commerce. Enfin, voilà. Cette idée aussi de monter une boîte, elle n'est pas arrivée. Oui, la maternité a été un déclencheur, mais j'en avais envie avant. Au moment où tu crées Pipouette, tu ne travailles pas en fait. Enfin, tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'emploi rémunéré et reconnu socialement. Au moment où je pense Pipouette, c'est la situation que tu décris. Je m'occupe de ma fille. Je n'ai pas d'emploi rémunéré. En fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Énorme syndrome de l'imposteur. J'y arriverai pas, j'ai pas les compétences. Tu as J'ai juste pas, fait une école de commerce. j'ai pas le charisme d'un chef d'entreprise. Voilà. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai pas le charisme d'un chef d'entreprise. Est-ce que ça manque pas aussi de rôle modèle, tu vois, à ce moment-là, pour se dire je peux créer ma boîte parce que je vois d'autres femmes aussi qui le font? Oui. C'est une vraie question. Hein. Est-ce que t'as ce doute-là aussi parce que tu vois pas d'autres femmes aller sur ce terrain-là et le faire Alors, sans parler d'autres femmes, à cette époque-là, donc je ne connais personne qui a créé sa boîte, ni homme ni femme. Bah, j'ai très peur en fait de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Oui, tu as la vision de salarié, quoi. Oui. Et en plus, avec une pression familiale derrière, quand même, qui me dit attention, fais ce que tu veux, mais. Et dans ta famille, ce sont des salariés aussi? Oui. Ouais. Donc. Je connais. Je suis pas, en tout cas, à ce moment-là, je suis pas du tout 100% encouragée à le faire. Bien sûr, bien sûr. Et si je prends mon mari, à l'époque, il me dit fais ce que tu veux. Mais lui, il reste un peu quand même en dehors du projet. Enfin, il veut pas trop y prendre part au début. Il dit ni oui ni non, quoi. C'est vas-y, mais débrouille-toi quand même. Et par rapport à ta question de rôle modèle, donc, comme je te dis, je ne côtoie que des gens salariés et encore moins de femmes entrepreneurs. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Donc oui, c'est une vraie question. Et donc, du coup, tu as ces doutes-là. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis allez, j'y vais? Parce que si je refais un peu la chronologie qu'on a, 14-15 mois, l'idée te germe. Mais en fait, tout ça est long parce que je ne connais pas d'entrepreneur. Je n'ai pas de réseau. Ouais. Je n'ai jamais travaillé ni dans le monde du jouet, ni dans le monde du textile. Donc vraiment, je pars from scratch. Et j'ai besoin de me challenger moi pour aller chercher ma confiance en moi. À ce moment-là, tu vois, tu pourrais très bien me dire, mais pourquoi t'as pas été dans des réseaux style réseau entreprendre ou enfin en tout cas te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. En fait, à ce moment-là, j'ai besoin de tout faire toute seule pour me prouver que je peux le faire. Oui, et puis aussi, alors. Et puis pour que ça reste. Il y a aussi une question de compétence, je trouve. Et puis je trouve ça intéressant de faire des choses soi-même, tu vois. Enfin, très concrètement, ça permet aussi d'apprécier les compétences des gens qu'on va potentiellement recruter plus tard, tu vois. Je trouve qu'il y a ce côté-là aussi de pouvoir se dire, ok, eux, ils travaillent comme ça, et je comprends un petit peu comment ils travaillent. Attention, ça veut pas dire qu'on devient expert ou experte, mais c'est juste qu'on peut un petit peu plus comprendre parce qu'on a vécu le truc. Pipouette est sorti quand Maëlys avec quel âge? Alors, après, en fait, je reprends un job salarié. Ok. Et alors là, je prends un job salarié dans une start-up, toute petite start-up. On était 4. Et dans le milieu de l'enfance, parce que c'était lié au milieu des crèches. Donc, je me rapproche un petit peu plus du sujet. Sauf qu'il se trouve que pour la première fois de ma vie, je me fais licencier au bout de 6 mois. En fait, sur le coup, c'est dur, mais c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée pour me mettre ce coup de pied aux fesses en me disant, en fait, t'as ce projet, t'as bossé comme une dingue pendant X mois, voire années sur Pipouette. Presque tout est prêt, t'as les protos, t'as à moitié trouvé quand même un atelier de prod, vas-y. Donc à ce moment-là, je me mets vraiment un coup de pied aux fesses pour le lancer. Et au moment où je lance vraiment Pipouette, Maëlys, elle vient d'avoir pile 4 ans. Pile 4 ans, 15 mois, ça fait moins de 3 ans, sachant qu'il y a 6 mois de travail en CDI au milieu, donc ça fait 2 ans, 2 ans et demi pour monter ton projet. C'est pas long, hein, mine de rien. Mais non, mais en partant de zéro, si tu veux, sans réseau ni rien, moi je trouve pas ça long. Moi je connais des gens, ça fait 6-7 ans qu'ils sont sur leur projet qui est toujours pas lancé. Hein. Alors là, faut le faire à un moment donné. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est qu'il y a toujours des bonnes raisons de ceci, de cela. Ah bah oui. Donc, fais un petit coup d'auto-kiff, tu vois, sois fier de toi, tu vois, je trouve, c'est important de le dire aussi, c'est pas si long, surtout que
tu arrives avec un truc qui est quand même bien ficelé, mais comme tous les projets, tu vas nous raconter où ça a foiré quand même. Parce que là, on est là, on raconte l'histoire de Pipouette, la découverte, le projet, les doutes. Ok, très bien. Donc, et après, on voit la réussite avec des produits, on connaît le produit fini, qui évolue en plus magnifiquement. Forcément, ça a foiré, tu vois. Alors vas-y, raconte-nous comment et quand ça a foiré. Les plus grosses foirades de Les Pipouette. plus grosses foirades de Pipouette. Écoute, déjà, donc je lance une première prod. Je veux absolument faire en France au départ. Sur ce même design et tout? Oui, si tu veux que je te raconte vraiment les foirades du début. Donc, pour arriver à ce design-là que tu connais, même si la version elle a un petit peu évolué en 4 ans, mais pour arriver globalement à ça, j'ai payé très cher 3 illustrateurs qui m'ont fait du travail vraiment, on peut dire des gros mots aussi ou pas? Ouais, vas-y, ouais. De merde. Ok. Enfin, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Alors après, le comble, peut-être les gens croient que je sais dessiner, que je sais coudre, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Et en plus, ça n'a jamais été un frein ou une envie pour moi. Je n'ai pas du tout envie de savoir le faire. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui me manque, c'est pas un kiff raté. J'avais pas envie à l'époque, j'ai toujours pas envie maintenant. Mais du coup, forcément, j'avais besoin de cette compétence qui était super importante pour la réussite du projet. Et oui, j'ai payé sur mes fonds propres des gens dont le travail, je sais même pas si j'ai encore les fichiers ou si c'est juste à la poubelle. Donc ça, première foirade, grosse foirade quand même. C'est dur ça, hein. C'est dur de se dire qu'on a investi de l'argent Ouais, c'est dur. pour rien. Surtout quand c'est de l'argent personnel. Tu vois. Oui. Moi, ça m'est arrivé aussi dans le projet, à des sommes mesurées, parce que, heureusement, expérience d'entreprise, mais c'est dur, quoi. C'est dur parce qu'en fait, tu penses aussi à ce que tu aurais pu faire avec cet argent, donc c'est horrible. Et donc, comment t'en arrives à avoir ce design alors? Les rencontres, en fait, à un moment donné, je vais pour le coup, je vais quand même dans un réseau de femmes entrepreneurs à l'époque. Je rencontre quelqu'un pour me faire un proto, donc travailler en 3D, en volume. Un prototype. Ouais, un prototype, pardon. Et je rencontre une modéliste et si tu veux, le contact passe bien, etc. Et elle me dit, ok, je prends le projet. Et en fait, elle était modéliste et elle faisait surtout du vêtement. Et elle me dit, elle m'appelle un jour en me disant, Nathalie, je suis désolée, mais en fait, je n'y arrive pas. Donc, super courageux, je trouve, qu'elle me dise, j'y arrive pas. Parce que aussi, dans les essais, j'ai eu des gens qui m'ont jamais dit, j'y arrive pas, mais qui me sortaient des trucs, mais affreux. Donc elle, voilà, elle est humble et pro et elle me dit: «J'y arrive pas». Mais par contre, je pense à une nana qui bosse très bien, mais je pense qu'elle est full, mais genre sur un malentendu, Ça peut passer. contacte-la. Sur un malentendu, ça peut passer. Donc c'est Lucille, mon illustratrice, avec laquelle je collabore depuis le début. Donc je la contacte comme ça et elle me dit: OK pour une rencontre». Je me souviens, c'était en juillet, on prend je sais plus, un café là dans le 18e, je lui raconte mon idée et en fait, elle accroche tout de suite et elle me dit: moi, je suis illustratrice, mais en même temps, elle est un peu touche à tout donc elle me dit: je vais te faire les visages et je vais te faire le prototype de Pipouette». Et là, magique, globalement, c'est ce que tu vois. Enfin, elle donne vraiment vie à Pipouette, à tout ce que j'avais imaginé pendant des années dans ma tête. Là, d'un coup, ça devient C'est devant toi, quoi. ouais, c'est devant moi et ça devient réel. T'es ému? Ouais, je suis émue, oui. Oui, parce que... Alors, quel visage de Pipouette tu mettrais à ce moment-là? Amour et soulagement. Amour et soulagement, yes. Ok. Parce que là, je me dis, c'est concret, tu vois. Tu peux passer à l'étape à l'étape d'après. Et en même temps, rapport à ce gros syndrome de l'imposteur, ça fait peur parce que, quelque part, il y a presque plus de raison de ne pas y aller à ce moment-là. Avant de lancer officiellement Pipouette, il y a des nanas qui m'ont fait confiance et qui m'ont invitée sur des événements alors que rien n'était créé, etc., où j'ai présenté le concept. Et il y avait un bon accueil des familles, mais surtout des professionnels. J'avais rencontré des enseignantes à l'époque qui avaient adoré le projet. Et je pense que ça m'a donné confiance, tu vois. Et je me suis dit, c'était important pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, de me dire ce que tu fais, tu le fais bien
tu fais pas n'importe quoi. Les choses, elles sont réfléchies. Là, tout à l'heure, on parlait de un support, des visages qui changent. Après, il y a plein d'autres choses, voilà, qui ont été pensées comme ça. Non, mon idée de départ, c'est pas, tiens, justement, tu vas lancer une peluche parce que les émotions, c'est à la mode et tu vas te faire du fric avec. Justement, tiens, puisqu'on parle de fric, parlons du prix de Pipouette. Ouais. Parce que Pipouette coûte 89 €. À l'époque, c'était 89 et là, pendant 4 ans, on est resté à 89 sur le pack essentiel. Et depuis le début d'année, on est passé à 95. Mon pack essentiel, c'est le corps de Pipouette, C'est à le cœur de que Pipouette, je vais appeler avec le tout mon lapin, respect la peluche. la peluche, avec 4 visages, des 4 visages, des émotions 4 fondamentales. Ouais. Joie, colère, peur, tristesse et une tenue au choix. Qu'est-ce qui fait ce prix? Je pense que c'est important, tu vois, d'en parler aussi parce que moi, j'ai eu la remarque, hein, puisque on a déjà parlé de Pipouette dans le podcast, j'ai eu la remarque, il y a des gens qui m'ont dit je vais pas payer 89 balles pour une peluche. J'ai beau expliquer, mais en fait, c'est pas vraiment une peluche. Et surtout, moi, je l'ai à la maison, si tu veux. Donc peut-être que je parlerai après de mon expérience, mais comment tu fixes ton prix? Je pense qu'il y a 2 choses qui sont super importantes à dire. Il y a des aspects qui sont très rationnels, qui sont liés au coût de production de Pipouette. Aujourd'hui, j'ai fait le choix. Bon, du coup, on n'a pas continué sur la foirade, mais aussi une des On y foirades, reviendra, t'inquiète pas. c'était la production en France, bref, qui a échoué. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est important de produire bien. Donc, je fais produire dans un atelier en lequel j'ai toute confiance, que je visite régulièrement, qui est en Union européenne, qui a une ambiance de travail qui est top. À chaque fois que j'y suis allée, je sais que c'est pas du fake. Les gens sont bien traités. Je sais pas comment on peut l'appeler, fondatrice, directrice de l'atelier, c'est une femme. Ça, quelque part, ça me tient aussi à cœur. Bien sûr. En tant que femme, de bosser avec elle. On a à peu près le même âge, nos enfants ont le même âge, elle est attentive à l'éducation. Tous les sujets environnementaux, c'est aussi une de ses préoccupations dans la façon dont elle fait son métier. Donc ça, c'est des choses qui comptent pour moi. On utilise des matières qui sont en coton biologique certifié GOTS. Voilà, aujourd'hui, tout ça, ça a un prix. C'est sûr que c'est mon choix personnel de faire produire de cette façon qui pèse sur le prix de vente du consommateur. Mais aujourd'hui, je pars du principe aussi que c'est à nous, en tant que marque, d'éduquer le consommateur sur le vrai prix des choses. Quand je vois, pour ne citer que le géant suédois qui fait si on reste sur la peluche, qui arrive à sortir une peluche à moins de 2 € et qui visuellement n'est pas moche, tu vois, qui est plutôt visuellement assez attrayante. Mais quand tu as un prix de vente à 2 ou 3 €, aujourd'hui, oui, c'est une réalité qu'il faut quand même se poser des questions sur la manière dont c'est produit. Oui, mais c'est comme les robes, tu peux trouver des robes à 5 balles, enfin. Oui, alors après, tu peux en trouver aussi à 500 € qui sont faits en Chine, donc ça, Ouais. c'est une autre Oui, mais question. tu vois, mais c'est peut-être ça aussi la question que le consommateur peut se poser, tu vois. Si je devais me faire Oui. le porte-parole du consommateur moyen, c'est de me dire, attends, ça se trouve, elle nous vend son truc 95 balles, mais en fait, ça se trouve, elle se fait une marge de... peut-être que ça ne lui coûte que elle à produire aux 5 €, tu vois. On va pas rentrer dans tes coûts de revient hein, parce que il y a quand même des choses à respecter. Mais tu vois, peut-être que le consommateur se dit ça, justement parce qu'il y a des gens qui abusent à côté. Alors, c'est sûr qu'il y a des marques aujourd'hui, mais je pense que ces marques-là aussi, tu payes vraiment l'image de marque. Et Aussi, bien ce sûr, que ouais, tu complètement. payes, ce que tu payes, oui, c'est un nom, c'est peut-être des licences, des franchisés, de tout ce que tu veux. Et aujourd'hui aussi, ce qu'il faut rappeler aussi aux consommateurs, c'est qu'une entreprise, pour exister, elle a besoin de faire de la marge. Et des fois, tu sais, on me dit, ah, mais attends, mais moi, je le fais moi-même et ça me coûte 20 balles ou 30 balles. Ok, fais-le. Mais très bien, fais-le en Tu fait. vois. Fais-le. Après, et c'est quoi le temps passé derrière? Et encore, moi, dans mon prix de vente, je ne calcule pas tout ce temps de conception. Tu disais 2 ans et demi, c'est court, c'est long. Enfin voilà, donc tout ce temps de conception, toutes les améliorations auxquelles on pense, tous les frais qui sont annexes et complètement liés à une entreprise. Une entreprise aujourd'hui, si elle ne fait pas de marge, il n'y a pas de boîte. C'est Complètement. aussi simple que ça. Et en plus, j'estime qu'aujourd'hui, tu vois, pour un site e-commerce, je marche pas beaucoup, en fait. Mais je sais que raisonnablement, en fait, je ne peux pas aller au-delà de ce prix de vente. Ce qui pose un problème avec toutes les augmentations aussi de coûts de De matières premières, production bien et sûr, de ouais. matières premières et aussi du coût humain qui ne fait qu'augmenter. Alors c'est une bonne chose. Socialement, c'est une bonne chose. Mais derrière,
comment on fait pour l'absorber? Moi, aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est simple, j'ai fait des quantités, on va dire entre x8 et x10 et ma marge unitaire ne fait que baisser. C'est une réalité. Pour expliquer ce que tu veux développer, c'est que tu produis plus. Et donc, en théorie, quand on produit plus, on est Oui. censé avoir une marge pour chaque produit vendu qui augmente, puisque en produisant plus, c'est censé nous coûter moins cher en volume. Mais toi, en fait, du coup, ça ne fait quand même que baisser. Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, la manière dont est fait Pipouette, le rembourrage est fait à la main. Même s'il y a des machines à coudre derrière, il y a beaucoup, beaucoup d'humains dans Pipouette et il y a beaucoup de temps de travail. Et donc ça, aujourd'hui, oui, Ça se paye, bien ça sûr. se paye. Et tant mieux que ça se paye. Et C'est tant important mieux. de respecter le travail Et de tant l'humain. mieux que ça se paye. Et aujourd'hui, je suis très fière, à tous les niveaux de la chaîne, de respecter le travail des gens qui travaillent pour Pipouette. Et ça, je ne pourrais pas faire le métier que je fais aujourd'hui si j'étrangle les gens qui travaillent pour moi. Ça, c'est l'aspect rationnel du coût qui est par rapport à ces problématiques d'entreprise. Et la deuxième chose qui est importante, et comme tu le disais, on pourrait en parler 3 heures, c'est Pipouette n'est pas une peluche, mais sauf que et je le comprends parfaitement, visuellement, Pipouette est une peluche. Et donc le cerveau humain, il a besoin de comparer à quelque chose auquel il peut se raccrocher. Donc le coût d'une peluche, aujourd'hui, n'est pas de 95 € la plupart du temps. Donc ça s'explique parce que je crois que j'avais lu un chiffre, je crois que aujourd'hui, plus de 90% de la production de peluches est faite en Chine. Donc déjà, voilà, il y a cette explication rationnelle. Et derrière, en fait, tant que les gens se disent Pipouette, c'est une peluche, c'est une poupée typhon. Enfin voilà, j'entends plein de trucs comme ça. Et je peux pas dire l'inverse, tu vois. Je peux pas dire aux gens ah non 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 non, Pipouette c'est absolument pas ça. Pipouette, oui c'est ça, mais ça c'est son aspect physique. Tout ce que ça va vous apporter, en fait, c'est pas du tout une peluche. En fait, ça va être un facilitateur de communication dans votre famille. Vous allez voir, même en grandissant, et c'est pas juste pour l'apprentissage de je me sens en colère, je me sens triste, etc. Non, tu dois peut-être le voir. Moi, je le vois avec Maëlys qui a 8 ans, Sarah qui est grande aussi maintenant. L'idée, c'est vraiment de faciliter le dialogue et la communication dans la famille et d'avoir Pipouette, dans ce cas, est un intermédiaire au service de la relation parent-enfant et va permettre de débloquer des situations, va faire en sorte que les enfants vont oser dire plus de choses avec Pipouette que sans, réussir à se donner confiance en eux, etc. Et c'est ça, en fait, la valeur ajoutée de Pipouette. Et c'est ça que tu viens acheter. Moi, Sarah va avoir 5 ans, tu vois. Ça fait 2 ans, à peu près, que Pipouette est rentrée dans le foyer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a vraiment pris le truc. D'abord, tu sais, vraiment juste comme un jeu, en mode j'essaye des différents visages, machin. Donc, on a parlé, bien sûr, des émotions qu'il y a derrière, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, qu'elle va jouer avec Pipouette. Dans les situations, dans des mises en scène. Mais il y a vraiment cet outil de communication qui est intéressant, je trouve, où à un moment, quand on ne sait pas trop quand on sait pas trop, que même elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent, avec les différents visages, elle va pouvoir poser des mots dessus. Nous, franchement, ça nous facilite la vie parce que du coup, une fois qu'on a posé le mot sur l'émotion, alors après, j'ai fait une thérapie aussi, moi, personnellement, ça aide vachement, c'était il y a longtemps. C'est-à-dire que je connais mes émotions. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement assimilé, si tu veux, après, dans l'utilisation, ça rentre tellement dans le quotidien. Et c'est tellement assimilé qu'il y a quelques temps, je crois que c'est quand je me suis fait opérer en décembre. Je me suis fait opérer du nez, si tu veux. Et en fait, tu vois, je pouvais pas trop parler, j'étais défoncé par les médocs. Et en fait, elle est venue avec Pipouette et les visages. Elle dit Papa, montre-moi. Mais oui, c'est ça, tu vois. Et c'est génial, tu vois. C'est génial parce qu'il y a vraiment cet outil facilitateur et ça crée du lien. Moi, c'est ça, si tu veux, que je retiens de Pipouette, c'est que ça renforce le lien. Et ça, en effet, après, on va arrêter de parler du prix, si tu veux, mais c'est quelque chose qui est important, quoi. Et encore une fois, moi, je vois cette durabilité. La qualité, tu la vois. Pipouette, elle est passée dans la boue. Pipouette, elle est passée dans la terre, elle est passée dans le sable. On en a vu plusieurs des situations rocambolesques à la maison. Mais en tout cas, elle bouge pas. Elle bouge pas et c'est pas une peluche à 2, 3, 4, 5 euros, en effet, que tu vas t'en foutre si elle dégage. Tu vas t'en foutre si elle disparaît. Et déjà, parce qu'elle va pas disparaître. D'une part parce que c'est un outil, mais aussi d'autre part parce qu'en fait, elle va pas être défoncée au bout de 6 mois, 1 an.
Enfin voilà, la pipouette, elle bouge pas, alors qu'elle est déjà passée du temps dans la gueule de ma chienne. Donc, Moi, j'essaye vraiment de faire les choses bien. Donc, de produire bien, de faire un produit de qualité, un produit qui a du sens et en effet qui va être évolutif, que tu vas pouvoir garder. En fait, Pipouette, tu peux l'avoir tout petit dans les premiers mois de la vie ou à 1 an et t'en servir complètement comme objet transitionnel, doudou, poupée aussi. Enfin voilà, quand je dis poupée, d'être dans le jeu, d'être dans le phénomène d'imitation, faire des actions à Pipouette, ça marche super bien. Je crois totalement. que tu avais fait aussi le On lavage fait le lavage de nez, c'est vrai, à la nez à maison. Ouais, Pipouette. exactement. Bon, bah voilà, ça, Et c'est en plus, quelque tu vois, chose je lui qui marche changeais le très bien. visage. Je disais, t'as vu, Pipouette, là, elle est pas très contente, elle était pas trac, tu vois, elle était malade. Et puis hop, on fait le lavage de nez. Et hop, ça va mieux, elle est joyeuse. Et dans tous ces jeux de mise en situation, d'imitation, etc., en fait, la force de Pipouette par rapport à un poupon ou une peluche, bah, c'est qu'en effet, à Pipouette, tu peux lui changer le visage. Donc, Pipouette va ressentir, au début, Pipouette va être peut-être en colère ou ressentir de la peur, etc. Et puis, après, tu passes. Moi, j'aime bien mettre le visage de la surprise, par exemple, quand Pipouette fait une action, quelque chose de nouveau, parce que c'est un peu ce visage de transition. Et après, de mettre Pipouette, finalement, est fière. Pipouette au visage amour, au visage de la joie. Et aussi, je dis toujours aux parents, vous avez la possibilité de laisser votre enfant rechoisir le visage du début. Parce que c'est pas parce que on fait une fois que les choses, elles sont acquises ou qu'on est à l'aise avec ça. Donc, des fois, il faut peut-être plusieurs expérimentations aussi. Ben, je trouve que c'est. En fait, pour moi, si tu veux, il y a une forme de jeu libre avec Pipouette. Tu vois. Donc, moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, fatalement. Et il y a une forme de jeu libre. En tout cas, moi, je vois ma fille, voilà, tu lui donnes Pipouette, tu lui donnes les visages, tu vois, tu lui donnes le pack Pipouette. Et c'est vraiment génial ce qui se passe avec. Pipouette, elle a pas de genre. Mais est-ce que les émotions, elles ont un genre? Non, les émotions n'ont pas de genre. Les émotions sont universelles et il n'y a pas d'émotion de fille et pas d'émotion de garçon. C'est quelque chose qui est super important pour moi de pouvoir transmettre ça au travers de Pipouette. Moi, ce que je souhaite avec Pipouette, c'est que tous les enfants puissent s'autoriser à ressentir toutes les émotions. Donc, je suis super contente parce que j'ai vu l'évolution aussi en 4 ans. Maintenant, il y a de plus en plus de petits garçons qui ont Pipouette. Et ça, c'est top. C'est bien ça. C'est bien. Pipouette n'est pas du tout réservée qu'aux filles. Et laisser la place à toutes les émotions. D'ailleurs, on avait fait une campagne, et je crois qu'on va refaire quelque chose là-dessus, sur Sois fort et pleure, par exemple. On avait fait ça pour les petits garçons. C'est essentiel pour nous. C'est de casser ces stéréotypes de genre. Non, les petits garçons ne doivent pas être toujours super courageux et avoir le droit de se battre et de ressentir de la colère sans pouvoir exprimer leur tristesse ou leur peur. Et à l'inverse, les petites filles, c'est pas sois belle et tais-toi et mais que ton visage amour et ton visage joie. Non, les petites filles, elles peuvent aussi être très très en colère si elles en ont envie, si elles ressentent ça à l'intérieur d'elles. Enfin, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que je veux pas que... Alors, c'est toujours difficile des fois à manier, mais Pipouette n'a pas de genre. C'est pas... Enfin, ça peut être il, ça peut être elle. Et comme tu le disais très justement, je pense que c'est très important, toujours dans cette histoire de jeu libre, de laisser la place à l'enfant aussi sur ce qu'il a envie de faire passer comme message avec Pipouette. C'est-à-dire que des fois, l'enfant, il a envie que ce soit sa propre émotion. Donc là, il va genrer en fonction de qui il est, de comment il se sent. Mais des fois, j'en sais rien, peut-être que Sarah, elle a envie de te raconter un truc qu'elle a vécu, c'est rien moi, à son cours de musique, à son aire de jeu, parce qu'elle veut te raconter, elle veut faire jouer une scène à Pipouette. Et là, Pipouette ne va pas être elle, mais va être peut-être un autre enfant ou peut-être, comme tu le disais, quand tu t'es fait opérer et qu'elle voulait que tu exprimes tes propres émotions avec Pipouette. Et des fois, en tout cas, à la maison, Pipouette, c'est Pipouette. En fait, il n'y a pas de il ou de elle. C'est juste Pipouette. Tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Ça, moi, je trouve que c'est top, tu vois, à même pas 5 ans, de réussir finalement à juste d'exprimer des choses au travers de Pipouette sans forcément toujours avoir besoin de mettre des choses dans des cases, de genrer ou je ne sais quoi d'autre. Bravo, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Moi, je voudrais te poser une question pour terminer. Imagine que je suis Nathalie d'il y a 5 ans
ou même tu vois, quand ta fille a 14 mois et que tu commences à penser Pipouette, qui est un petit peu perdue avec les émotions de sa fille aussi, qu'est-ce que tu auras envie de me dire? Eh ben, je te dirais, fais-toi confiance, reste aligné avec ce que tu ressens. Vraiment, voilà, c'est cette histoire de ressenti, elle est très liée aussi à Pipouette. C'est vraiment d'écouter un petit peu cette petite voix intérieure, se faire confiance, lui dire aussi: «Tu vas apprendre autant et en même temps, que ta fille». Et tu perdras la thune avec des illustrateurs qui feront de la merde. Aussi. Merci beaucoup Nathalie. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.